Bonjour, nous sommes Infoscope et aujourd'hui nous allons parler d'un acteur incontournable des JO, à savoir l'entreprise française Atos. Nous sommes avec Claudie Ménard, un ancien technicien de chez Bull qui a été racheté par Atos le 26 mai 2014. Est-ce que c'est bien ça? Ça doit être ça, oui. Est-ce que vous avez des choses à dire sur votre travail? Qu'est-ce que vous faisiez comme travail chez Bull? Alors moi je suis rentré chez Bull au traitement de surface des circuits imprimés, qui est un travail particulièrement, on va le dire, dégueulasse, où le contact avec les produits chimiques est permanent, et les dangers, puis le danger permanent. Et j'ai terminé en suivant des formations dans la boîte, comme un analyste programmeur, comme technicien informatique. Parallèlement à ça, j'ai eu des mandats syndicaux de la CGT, et j'ai été élu du groupe au conseil d'administration, puis après la loi de 84. Très bien, donc très impliqué dans la vie, dans les syndicats autour d'Atos. Autour de Bull à l'époque. Autour de Bull à l'époque, excusez-moi. Ceci dit, vous retrouvez même au niveau des patrons. Oui, les noms changent, mais c'est les mêmes effectifs. Tant qu'on est à parler des patrons, est-ce que vous avez été, du coup, vous parliez en amont de l'interview de Thierry Breton, que vous avez bien connu. Maintenant, il y a Édouard Philippe aussi, qui est dans le conseil d'administration d'Atos. J'ai eu, oui. Est-ce que vous avez été en contact avec Édouard Philippe? Édouard Philippe, non, il n'était pas dans le coup à l'époque. Il n'était pas dans le coup à l'époque, c'est après qu'il a rejoint... À l'époque, Thierry Breton, lui, il est rentré chez Bull quand il sortait quasiment du Futuroscope. Ouais. Et c'était un homme de l'époque de, comment il s'appelait, Monory, qui était l'éminence grise de la Vienne, de la droite, la Vienne. Et donc, il était le numéro 2 de la boîte pendant toute une période, le numéro 2 de Jean-Marie Descarpentries. Il a quitté la boîte pour prendre la direction de Thomson quand Juppé a fait son opération du rachat de Thomson à 1 euro, 1 franc à l'époque. C'est là qu'il a quitté Bull. Ensuite, il a fait son bonhomme de chemin, il a été ministre, il a été patron de France Télécom, il a été... Est-ce qu'il a encore été commissaire européen? C'est une carrière bien fournie d'homme au service du capital, c'est clair. Très bien. En parlant d'hommes au service du capital, je voulais, avec cette interview, attirer votre attention sur Rodolphe Belmer, que j'ai cité en début avant qu'on commence l'entretien. Donc Rodolphe Belmer, c'est un directeur général d'Atos Angers. Enfin, il a été nommé directeur général du pôle Angers d'Atos. Il est arrivé en poste en janvier 2022 et il est reparti en juillet 2022 avec un bonus de départ de 1,8 million quand Atos a des difficultés, une perte importante de sa valeur en bourse. Est-ce que ça vous semble justifier une telle somme pour quelqu'un qui est resté 6 mois dans l'entreprise? Je reprendrai un peu ça depuis Bull, quoi, où il y a eu des cas identiques. Peut-on dire qu'à l'époque, Lawrence, à l'époque des aventures américaines qui ont fait faire disparaître la boîte, méritait-il ses bonus? Quant à Thierry Breton ou Delmer derrière, c'est pareil. Delmer s'est retrouvé dans les opérations américaines lui aussi. Ouais. Ils se sont tous retrouvés dans des opérations à soutenir une politique, une stratégie qui n'allait pas dans l'intérêt de la boîte, alors que c'est une boîte fondamentale pour la France. Pour la France et pour l'Europe. Très bien. J'attire votre attention sur ce passage parce que suite à son départ, il y a eu un gel des mobilités et un arrêt des ruptures de contrats conventionnels pendant toute l'année 2022 et qui est couru jusqu'en 2023 avec une perte importante de personnes, de compétences, parce que les gens ont démissionné en masse d'Atos à ce moment-là. C'était l'époque où les gens, effectivement, ils trouvaient du boulot dans cette industrie. Du moins pour ceux qui avaient les plus diplômés. Oui. Parce qu'après, c'est autre chose. Oui.
Oui, il y a une différence entre les gens qui ont beaucoup de diplômes à Atos. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, puisqu'on est sur la plateforme d'Angers, Angers, il y a deux Atos. Oui. Il y a Atos Évidente à Patton, la boîte historique de Bulle, sur Angers, et puis il y a Trélazé. Trélazé qui est une industrie classique des boîtes qui font du facility management, tout ce qui est périphérique à l'industrie informatique, avec des conditions qui sont pas terribles dans ce secteur du facility management. Pas terrible parce qu'il y a aussi beaucoup de sous-traitance. Des sous-traitants qui sous-traitent aux sous-traitants, qui resous-traitent parfois. Hein, ça nous rappelle un peu l'automobile. Oui, beaucoup d'industries françaises qui sont retrouvées détricotées pour sous-traiter à l'étranger notamment. C'est vrai que c'est quelque chose qui se produit beaucoup à Atos, mais comme ça devait se produire déjà dans un certain sens à Bulle. Bulle était plus utilisateur que fournisseur de main-d'œuvre. Okay. Mais ça marchait, oui, ça existait déjà. Donc on a parlé d'Évident France, France, qui est une société dans le même groupe qui appartient aussi aux propriétaires d'Atos et qui en fait a récupéré les activités, on va dire, lucratives des branches Atos donc de Trélazé et de Patton pour conserver dans le groupe Atos Angers que les filiales du groupe qui sont déficitaires. Alors c'est un peu ça, c'est un peu plus compliqué. Évident, c'est ce qui est stratégique. Ouais. C'est la stratégie, vous pensez ? C'est ce qui est stratégique, c'est ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. Et quand on voit les découpages, puisqu'ils veulent vendre la découpe, un peu comme un boucher, comme ils veulent vendre la boîte à la découpe, on voit que, évidente, c'est là que l'État pourrait faire jouer éventuellement un droit de préemption. Et que même la droite s'y oppose pas. Ok. C'est les contenus qui légitiment... Là, c'est les contenus. Je disais l'autre jour, quelqu'un comme ça, de chez Évidente, bien mais vous êtes la poutre qui tient l'industrie informatique française et puis pas mal d'industries. Aujourd'hui, on ne sait pas faire la bombe sans pas l'oublier, mais on ne sait pas faire la bombe sans avoir une boîte comme Évidente. On ne sait pas non plus faire certaines recherches médicamenteuses. On ne sait pas faire du cinéma d'animation. Bon, ça montre, ça touche à tous les domaines. Oui, parce que Évidente regroupe notamment des services de data center pour notamment des données sensibles telles que les données de santé. Il faut savoir qu'Atos a eu un contrat avec Mon Espace Santé, qui est un gros espace universel, qui a une vocation d'être un dossier patient universel pour tous les Français, qui devrait contenir en fait l'intégralité du dossier médical des Français. Et donc du coup, c'est des données qui sont classifiées parce que protection secret médical. Et du coup, Atos a été un des acteurs principaux en fait de ce projet. Est-ce que ça, vous en avez entendu parler aussi de ce projet de... Je sais pas, je suis plus dans la boîte, donc je ne connais pas tous les projets. Mais je pense que ce qui est important, c'est de voir le rôle stratégique aujourd'hui d'Évidente. Ceci dit, Évidente peut être le plus armé possible, avoir le plus de connaissances possible. Pour être utile, il faut-il encore qu'il y ait des clients. Pour avoir des clients, il faut qu'ils proposent une bibliothèque d'applications avec ces gros systèmes. Et si Évidente perd ceux qui lui fournissent des applications, ceux qui leur achètent des applications, eh ben c'est fini, quoi. Et il me semble que hier ou avant-hier, vous deviez avoir un rendez-vous avec des anciens collègues maintenant chez Atos, qui ont travaillé avec vous chez Bulle,
Ou en tout cas... On fait un point, un certain nombre. Alors, la CGT fait un point. On devait donc avoir une rencontre entre nous, qu'on a tous les mercredis, pour faire le point de l'évolution des choses. Ça se fait sous l'égide de la Confédération. C'est un collectif confédéral qui se réunit en visio tous les mercredis. Faire un point permanent. Alors là, on a eu un fait important là, cette semaine, c'est la publication des comptes, qui montre que le trou, non seulement il ne se comble pas, mais il se creuse, et de manière abyssale. Est-ce que vous pensez qu'on peut relier ça aux stratégies qu'on a déjà évoquées, notamment par exemple à Rodolphe Belmer, qui arrive en 6 mois, qui doit révolutionner... C'est lié aux stratégies de rachat d'entreprises, notamment aux États-Unis, qui ont coûté très cher, qui ont obligé à générer des survaleurs, des goodwill, et aujourd'hui il faut payer ces goodwill. Oui. C'est le problématique principale d'Atos aujourd'hui. C'est un des gros problèmes. Un des gros problèmes, ok. Est-ce qu'il y a d'autres pointages, enfin, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été pointées, par exemple, quelle est la stratégie de l'entreprise, qu'est-ce que les employés se projettent dans l'entreprise Atos? Est-ce qu'ils se projettent? Est-ce qu'ils ont encore ce luxe-là, ou est-ce qu'ils sont... Alors une difficulté qu'on a dans l'informatique en général, c'est que les gens n'y restent pas très longtemps. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le départ s'accélère. Très bien. Alors que jusque-là, ça tenait. Oui. Mais là, ça commence à... Là, ça commence à s'effriter. Ce qui n'est pas bon signe, parce que du coup, c'est pas bon signe. Hein. Il reste des gens, mais il n'y a pas forcément des compétences, nouvelles compétences qui émergent. Il y a des difficultés. Moi, j'ai des informations, parce que ma compagne a travaillé chez Atos. Elle a été employée dans la branche Trélazé, dans la partie logicielle, et justement, elle a été employée avec un groupe d'étudiants diplômés de sa promotion. Ils étaient 6 au départ, et en 6 mois, il y en a 5 qui avaient posé leur démission, et le seul qui est resté chez Atos, c'est un jeune papa qui venait d'acheter sa maison. Oui, parce qu'il est resté parce qu'il n'avait pas le choix. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est un peu révélateur de la problématique de conserver les compétences que rencontre actuellement Atos, mais vous l'avez dit, c'est dans toutes les boîtes d'informatique, il y a un problème de conservation des compétences, d'attractivité pour les jeunes, qui est assez désastreux actuellement. Atos n'est donc pas épargné par ce fait-là. Mais Atos, aujourd'hui, ce qui est le poignard dans le dos, c'est effectivement cette affaire des goodwill, des aventures américaines, c'est clair. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce sont les mêmes faits qui provoquent les mêmes conséquences 40 ans après ce qui s'était passé chez But, il y avait les PSE dans les années 80. Oui, on retrouve presque les mêmes acteurs. Il s'est passé quoi dans les années 80 chez Bull? Dans les années 80, il y a eu à l'arrache. D'une part, Bull a été nationalisé en 82, ça doit être 82. Puis, ensuite, Bull a racheté son ancien actionnaire, qui était Honeywell, la partie informatique d'Honeywell. Et puis, il a racheté Zenith. Zenith Data System, des micro-ordinateurs, alors qu'ils avaient déjà une boîte qui s'appelait Micral. Ils ont été partis sur une aventure avec Zenith, et puis ils ont racheté une boîte aussi militaire, gérée par des proxy, c'est-à-dire par des anciens militaires américains, parce que les Français, si vous pouvez acheter c'est une boîte stratégique aux États-Unis, si vous êtes Français et que vous l'achetez, vous ne la gérerez pas. On mettra quelqu'un à votre place pour le gérer. Oui. Donc, quel intérêt de racheter une telle boîte? Quel intérêt? Et là, c'est ce qui se repasse actuellement. Donc, vous parliez des goodwills. Est-ce que vous savez les entreprises qui ont été rachetées à l'étranger? J'ai pas les noms. Très bien. Je peux éventuellement vous fournir, mais je ne les ai pas là. Oui, c'est pas très grave. On reviendra, nous, peut-être dessus
sur un autre temps. Est-ce que vous acceptez qu'on parle un petit peu plus de l'actualité, pas que de Bull et d'Atos, parce que du coup Atos a été un acteur de la sécurisation numérique des JO, un des gros contrats d'Atos. Alors vous avez eu, là c'était les JO, et vous avez eu, vous voyez, comme on le voit dans le communiqué qu'ils ont sorti là, sur l'état du premier semestre, il y a aussi l'UEFA. L'euro. L'euro, c'était aussi Atos. D'accord. Donc tout ça, ça a été géré, organisé par des serveurs de chez Atos. Et du coup, c'est sûr que là, en termes d'acteur primordial pour la France. C'est un acteur important, mais enfin plus important encore que ça. Oui. Très bien. Et là, les JO, comment vous trouvez le contexte avec les JO actuellement la trêve olympique, par exemple, ça vous inspire quoi? Nous, la trêve olympique, c'est la trêve toute l'année. Pour la mise, j'allais dire, au chômage des salariés, comme ça risque de se passer. Donc, sur Atos, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Là, l'UEFA s'est passé, mais c'est pas un gros truc. Mais par contre, il faut que les JO vont être passés. Le lendemain, peut-être qu'on va commencer à régler les comptes. Oui. Et à dégraisser, du coup, voilà. Le personnel. Alors que c'est une entreprise qui marche et qui. Alors c'est une entreprise qui a un savoir-faire, qui a des compétences, tout ça. Quoi. Qui est assez unique en France à ce niveau-là. En Europe. En Europe, carrément, puisqu'il y a des. Elle est seule. Sur le marché d'évidente, elle est seule. Est-ce que Bull avait déjà des accréditations secret défense? Ou c'est quelque chose qui a été. Oui, déjà. Oui. Déjà Thierry Le Breton avait réussi. Thierry Breton avant lui. Moi, je suis rentré chez Bull en 69. En 70, on avait des accréditations. Ok, très bien. Donc, c'est une entreprise qui vraiment, historiquement, travaille avec la France et pour la France depuis les années 70. Ah, c'est plus compliqué que ça encore. L'histoire de Bull a été créée en 1919. Ok, très bien. C'était des machines qui n'étaient pas des ordinateurs, mais qui servaient pour les calculs. Parce qu'à l'époque déjà, les capitalistes européens se posaient la question de la souveraineté. Mais notre Gisby, qui c'est qui va le compter? Oui. La stratégie financière, qui c'est qui va la mettre en place avec quel outil? Donc c'est l'ingénieur Frédéric Herbu qui a créé. Ensuite il y a eu la Suisse, ensuite les assurances suisses, etc. Et puis, bon, je vais vous faire l'économie de toute l'histoire jusqu'en les années 60. Dans les années 60, quand Bull est arrivé à Angers, 62, Angers Bull. Quand Bull est arrivé à Angers, et quand il s'est développé en France, on a constaté déjà un certain nombre de choses. Bull a été vendu à General Electric. Qui est une entreprise américaine. Qui est une entreprise américaine, elle existe toujours. Et General Electric l'a revendu par la suite à Honeywell. Ok. Et en même temps, alors là, il y a eu le conflit, un peu un conflit dans la droite. D'un côté, Giscard, qui lui était pour tout vendre, et de l'autre côté, De Gaulle, qui était pour préserver les outils de l'indépendance nationale. C'était le plan calcul et la C2I. Et puis ensuite, il y a eu il y a eu la fusion, la fermeture de l'usine de Toulouse, et puis il y a eu ensuite la nationalisation avec son profitable et son négatif. La nationalisation, il y a eu des aspects positifs en toute la première période, l'époque qu'on caractérise statistique sous l'ère de Jacques Stern, qui était le PDG à l'époque, qui était un homme de Mitterrand. Et puis après, il y a eu l'époque avec Lawrence. Alors là, ça a été le début des aventures américaines, de la braderie, etc. Bull tout seul, à une époque, avait 40 000 personnes dans le monde. Ok. Vous, quand vous avez commencé chez Bull, il y avait combien d'employés? Alors, quand j'ai commencé chez Bull, je ne me rappelle plus au niveau du groupe, je ne me rappelle pas. Vous n'avez pas le chiffre? Mais sur Angers,
il y avait 2400 salariés. D'accord. C'est monté dans les années 80 à 3600. Ok. C'est pas rien 3600. C'est beaucoup. Et puis après, ça a été la dégringolade, et maintenant, on est à moins de 10 000, quoi. Hmm. Moins de 10 000 en France. Non, 10 000 bulles, ça va, bulles tout seul. Parce que maintenant c'est mélangé dans tout, mais. Ah oui, oui, en toute la France, dans tout le monde. Ouais. Et à Angers, il reste combien de salariés d'Atos aujourd'hui? Alors, à la louche, il doit rester 500. 2 fois 250. Quand même passé de 3600, vous disiez, à du coup. C'est même pire que ça, parce que il y avait 3600 à Angers, mais il y avait Jouer les Tours aussi. Il y avait une autre branche du coup. Et il y a eu un annexe d'Angers qui a été créé à Jouer les Tours. Ok. Et qui a été refermé depuis, j'imagine. Qui a été fermé, qui a duré 3-4 ans, quoi. Ok. Très bien. Puis la fermeture de Vinadas, il y en a eu d'autres, mais Jouer les Tours, c'était rattaché à l'établissement d'Angers. C'est le directeur d'Angers était le directeur de Jouer les Tours. Mais c'était juste un site supplémentaire. Voilà. Très bien. Et du coup, on peut parler un petit peu de votre implication syndicale, parce que vous aviez été élu au CA, au conseil d'administration. Comment se font ces décisions de rachat? Quelle emprise vous avez en tant que... Alors, Bull comme Atos ont une caractéristique importante. Dans leur période de privatisation pour Bull, autrement quand c'est d'État, c'est autre chose, mais ce sont des entreprises qui ont ce qu'on appelle du flottant. Ouais. C'est ce que c'est le flottant. Expliquez-le, mais... C'est une boîte capitalistiquement qui va chercher son prix directement sur la bourse. Ok. Donc la majorité des actionnaires sont des petits actionnaires. En réalité, c'est beaucoup de fonds d'investissement. Ok. Ce qui fait que dans le conseil d'administration de Bull, vous avez ce qu'on appelle les administrateurs dits indépendants, qui ne sont pas indépendants du portefeuille des fonds d'investissement. Et c'est souvent eux qui poussent certaines orientations. Vous avez les comités dans lesquels ils ne nous invitaient pas. Que le CA, il disait, c'est un représentant, mais il ne mettait pas de représentants des salariés dedans. C'était les fameux hommes et rémunération. C'est là qu'on décidait, le directeur, combien on allait lui donner, combien il allait avoir de bonus. Ça, on a été informés quand c'était fait. D'accord. Vous aviez un comité stratégique. Alors il y a eu des actionnaires qui ont tenu des pourcentages minoritaires dans Bull depuis la privatisation, mais même, comme par exemple NEC. Je connais pas. NEC. NEC, Bonne Électronique Compagnie. NEC qui fait toute l'électronique. Ok. Vous aviez Motorola tenu un petit bout à un moment donné. Même IBM a été dans le capital. Oui, d'accord. Et est-ce qu'il y avait beaucoup d'actionnaires français? Ben, il y a très peu qui étaient, très peu étaient contrôlés, mais enfin il y a beaucoup de petits actionnaires, de petits porteurs. D'accord. Qui du coup n'avaient pas forcément voix. Je n'ai pas le droit, j'habite. Alors les conseils d'administration de Bull avaient un avantage par rapport à celui de Renault ou d'autres boîtes comme ça, c'est qu'il y avait le conseil d'administration de la holding financière et puis les autres conseils en dessous. Et l'élection des représentants des salariés se faisait en dessous. Comme ça, ils avaient guère plus qu'au CEAS, quoi. Alors que chez nous, l'élection, vu la structure de la boîte, l'élection se faisait au niveau de la holding. D'accord, donc en haut lieu. Donc on voyait tout, y compris des fois des passes d'armes. Parce qu'ils ont des intérêts, mais ils ne sont pas toujours convergents. Oui, des fois, il y avait des frictions entre les intérêts des uns et des autres. Tout à fait. Très bien. Vous avez des exemples de frictions Je pense que c'est des choses qui sont difficiles
c'est bon maintenant on peut le dire, c'est des choses qui sont publiques. Bon, il y en a eu, oui, il y en a eu. Sur les questions d'indépendance, par exemple, il y a eu effectivement des débats, notamment sur. Il y a eu des débats, par exemple, sur l'absence de maîtrise, d'un processeur français. Et je me rappelle que c'est le PDG de NEC qui leur disait, mais attendez, nous au Japon, il y a longtemps qu'on a tranché. Oui. Pourquoi il allait trancher depuis longtemps? Parce que nous, on sait que sans indépendance, on n'ira pas loin. Oui. Mais nous, on n'a jamais pris cette décision. On ne l'a jamais pris. Même plutôt à rebours de cette décision. Alors, il faut aussi voir Bull dans le contexte global de l'informatique et de l'électronique en France. Donc, les boîtes de services, les autres acteurs de l'électronique, Thales, quelle place il tient là-dedans. Pareil, par un autre exemple, c'est tout le téléphone portable. Téléphone portable, en France, personne. Oui, pensez à Alcatel. Oui, c'est ça, Alcatel, qui a été racheté par Orange, qui a été démarré. Non, attends, c'était racheté par Nokia. Ah oui, alors, moi je pensais plus au. Orange n'a pas acheté les petites boîtes, il a acheté le cœur. Oui. Je pense sur la ville de Lannion notamment. Oui, ça c'est. Avec toute la politique qu'il y a eu et les faits divers avec le taux de suicide chez les employés d'Orange au moment du rachat des groupes de Lannion, du cœur de. Moi j'ai pratiqué le patron d'Orange de l'époque, comment il s'appelait, un breton. Moi, non. C'est des gens qui n'ont pas une très grande considération des autres. Des patrons. Très bien. Est-ce que tu as des questions? Ouais, je vais y réfléchir un peu. Vous avez dit que vous étiez rentré ouvrier en 69 chez Bull et que vous étiez passé technicien dans votre carrière parce qu'il y avait toute une école de formation professionnelle à l'intérieur de Bull. Et ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'existe plus il y a longtemps. Et aujourd'hui, sur les à peu près 10 000 salariés d'Atos, dans tout Atos en France, il y en a 92% qui sont ingénieurs, et en fait, ils sont déjà diplômés de l'école d'ingénieur. Oui, mais alors avec une nuance sur laquelle il faut quand même insister. C'est que l'informatique a une spécificité, vous le voyez bien à la vitesse à laquelle ça évolue, que si vous n'avez pas une formation permanente de votre personnel, il est comme une machine, il est obsolète. Et justement, il y a de moins en moins de formations en ce moment chez Atos. Il y a de moins en moins de jours de formation qui sont accordés à chaque salarié. La moyenne était supérieure à 3 jours de formation par an en 2021. Elle est inférieure à 2 aujourd'hui. Et quand j'étais à l'époque chez Bull, c'est le coup j'ai fait des formations, 10% de la masse salariale, oui, c'était 10% de la masse salariale passée en formation. On n'avait pas les 10% que la CGT demandait en temps de travail, mais il y avait 10% de la masse salariale qui passait en formation. On en est loin. Hein. On s'en éloigne de plus en plus. Vous avez vécu le rachat de Bull par Atos, donc la fin de Bull d'une certaine manière. Je n'étais pas dedans, mais je l'ai quand même vécu. Voilà, vous l'avez vécu de loin, mais enfin, vous étiez plus dedans, mais vous l'avez vécu. Et maintenant, vous voyez aussi la fin d'Atos. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Alors moi j'espère que c'est pas la fin. On se bat pour que ce ne soit pas la fin. Il est clair que... Alors vous savez, moi ça m'arrive encore de discuter avec des gens de la boîte, y compris des cadres. Et c'est clair qu'il y a un sacré malaise dans les têtes de voir ce joyau, quoi, aussi traité de cette manière-là, quoi. Moi, il y a un cadre l'autre jour qui me dit, vous savez, M. Ménard, on pense en être sorti, ben ça continue comme dans le temps. Oui. Rapport à ce que vous disiez en 80, dans les années 80, vous parliez des rachats un peu même cause, même conséquence, c'est le mot,
pour parler des... c'était pareil, quoi. On prend les mêmes et on recommence, en fait. On prend les mêmes erreurs, les mêmes choses, et on commence. Et sur la restructuration comment on appelle ça, pas des branches, des activités, on retrouve les mêmes activités pour recréer les centres de profit. Et on retrouve la même. J'avais eu l'année dernière, par hasard, à traiter, dans le cadre de mes responsabilités syndicales, du plan d'IBM. On retrouve les mêmes. Il y a dans le plan actuel, dans ce qu'ils nous disent aujourd'hui sur Atos, moi ça me. Je me dis, mais ils se renouvellent pas beaucoup, ces gens-là. Ils ont même compris les erreurs passées. Ou est-ce qu'ils ont quelque chose à... Non, mais parce qu'ils sont purement et simplement sur la question de la rentabilité financière. Ils ne veulent pas la rentabilité sociale d'un projet, ni sa rentabilité économique. Oui. Ils ont un prisme qui est le profit, qui est réduit au profit, au détriment de tout ce que ça peut apporter. Un tel joyau, pour reprendre vos mots encore une fois, peut apporter à la France, au rayonnement même de la France à l'étranger. Parce qu'Atos, rendez-vous compte, là, pendant cet été, toute la période, la première partie de l'été, vous avez tout le tour des stades, c'était Lidl, Atos. Oui. Quel sens ça a de promouvoir une marque autant pour laisser tomber... Et là qu'elle était déjà, on était déjà à la limite du dépôt de bilan. Il est clair qu'il va falloir des engagements forts de l'État. Et ça, est-ce que vous pensez qu'un gouvernement du nouveau Front populaire aura plus de billes à apporter dans ces engagements forts de l'État que vous attendez pour Atos? Il ne faudra pas qu'il soit isolé, il ne faudra pas qu'il y en ait qui, dans l'histoire, qui jouent double jeu. Donc il faudra continuer la lutte. On va continuer le rapport de force. Toujours. Nous, c'est un peu notre mot d'ordre avec ce reportage-là. On fait ce reportage pour du coup suivre l'actualité politique parce qu'on a eu un contexte très particulier sur ces législatives anticipées et avec les résultats des européennes. Mais c'est aussi pour promouvoir justement les luttes, pour montrer que les gens continuent de lutter. Et l'idée, c'était, comme on a commencé notre reportage avant d'avoir les résultats des élections législatives, l'idée, c'était de montrer comment la lutte s'organise avec un gouvernement d'extrême droite. Et au final, on se penche plus sur comment continuer d'organiser la lutte sur un gouvernement macroniste ou même du nouveau Front populaire, parce qu'en fait... De toute façon, le nouveau Front populaire, pour qu'il puisse mettre en place sa stratégie, il aura besoin de s'appuyer sur les gens, il aura besoin de lutte. Il aura besoin de ce rapport de force. On est d'accord là-dessus. Pour rester sur Atos, pour finir là-dessus, la CGT demande la nationalisation. Il y a eu encore un communiqué mercredi dernier. Oui, tout à fait, oui. Il faut nationaliser quand l'entreprise va mal, mais il faut que ça reste public quand l'entreprise va mieux aussi. C'est ce qu'on dit. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est une nationalisation pour doter la France et l'Europe de l'outil. Et l'outil, on en a besoin. Et on se rend compte qu'à tous les coups qu'on le laisse dans les mains du capitalisme, ça termine de la même façon. Mal. Parmi les outils, il y a le fait qu'à Angers, il y a la seule ligne européenne de production d'un supercalculateur. Ouais. Vous avez connu ça quand vous bossiez Alors moi j'ai connu la période où la CGT a fait en conseil d'administration la proposition d'un supercalculateur et que le PDG éclatait de rire. Et finalement Et c'est passé, mais ça s'est construit petit à petit. Alors, ça a commencé, la bataille pour construire un supercalculateur, ça a commencé à se passer dans les années 90. Même 80.
c'était comment on appelle ça, là, les gros systèmes américains, qu'à l'époque, tous les scientifiques, c'était des gros systèmes américains. Et nous, on dit il faudrait que l'Europe se dote d'un système européen. Et là, vous êtes des rigolos, vous êtes vraiment des rigolos. Ben oui, c'est tellement des rigolos qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est là l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, sans ce système-là, on n'aura pas l'intelligence artificielle. On n'aura pas les capacités de calcul pour générer. Il faudra prendre les ressources ailleurs. Passer par Google, avoir des requêtes qui transitent par Google, par d'autres gachas américaines et qui font qu'on n'a pas la souveraineté de nos données. Et qu'on n'est pas soumis aux mêmes lois. Parce que pour rappel, les règles de protection des données ne s'appliquent pas aux États-Unis parce qu'ils ont une politique d'appliquer les règles qui sont les plus permissives pour les entreprises, que ce soit celles locales ou celles des États-Unis. Donc nous, on peut bien, l'Europe peut bien mettre en place toutes les règles de protection des données qu'elle souhaite, tant qu'on continuera de devoir passer par des acteurs américains, on ne sera pas libéré du contrôle de nos données, de ce qu'on fait de nos données, et plein d'autres systèmes. Et toutes les problématiques qui se rapportent à la confidentialité de la donnée. Oui. Dernière question, pour ce qui me concerne. Comment vous voyez toute l'actualité qui s'est passée là depuis, on va dire, la dissolution de l'Assemblée nationale, le jour où l'extrême droite faisait son meilleur score depuis la libération aux européennes, le cycle électoral avec les législatives anticipées, ce non-gouvernement jusqu'à présent, puis aujourd'hui une forme de déni de démocratie d'Emmanuel Macron qui veut installer quelqu'un de droite à Matignon. C'est clair, on est dans une situation où on dépossède l'électeur de son vote. Qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois? Il n'ira pas voter ou il ira voter Marine. Et qui en aura la responsabilité? C'est bien ceux qui aujourd'hui flambent l'avis de la population et construisent une politique qui ne correspond pas aux besoins de cette population. Alors là, ils vont avoir un mieux-être pendant quelques semaines, ils vont essayer de s'en servir avec les lions. Bon. Mais bon, ça va pas arriver, ça va faire comme après la Coupe du Monde. Ça ne va pas résoudre les problèmes. Ça va pas résoudre les problèmes. Il faut effectivement une autre politique pour la France, une politique avec les gens. Alors c'est assez marrant parce qu'on retrouve dans ce pas un peu tout gratos, des gens politiquement qui sont très loin de nous. Même à l'opposé. Pas les Front National, pas le Front National, ils sont contre. De la droite Mais de la droite parlementaire qui vient voir. Est-ce que les gaullistes. Le Sénat, par exemple, a fait un rapport c'est les gaullistes qui revendiquait la souveraineté numérique de la France, en plus de la souveraineté stratégique de la défense. Et ça légitimait le combat de la CGT de demander la préservation de toutes les activités d'Atos. Voilà, c'est ça. Comment il s'appelle? Marest qui a travaillé là-dessus. Marest, ce CVLR. Mais c'est clair que on voit même là on voit l'opposition entre le libéralisme extrême et en même temps ceux qui pensent qu'il faut insuffler un peu autre chose. C'est un peu la lutte entre le libéralisme et la libération et ceux qui étaient pour une économie soutenue comme Keynes. Comment vous voyez la rentrée? Ça risque d'être chaud parce qu'il y a quand même des boîtes qui ferment. Et moi, au téléphone, puisque je donne encore un coup de main à la Fédé des métaux, au téléphone, j'ai parfois des camarades
Mais je vous assure, c'est triste. Il vous téléphone le dimanche, moi tu prends en communication le dimanche. Mais le gars, le dimanche, il n'y a personne à qui se confier, il est à la rue. Qu'est-ce que je fais le lendemain matin? Alors il va vous téléphoner parce qu'il va considérer qu'il y a une erreur dans son bulletin de paie, il ne sera pas forcément, mais parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de se confier, ils ont besoin d'échanger. Et moi, ce qui m'inquiète le plus chez Macron, c'est la déviation autoritarisme de sa stratégie. L'autoritarisme de Macron est très dangereux. Le glissement vers un gouvernement démissionnaire qui reste en poste, une nouvelle Assemblée nationale qui n'a pas de gouvernement désigné. C'est le gouvernement. Ce sont mes collaborateurs. Oui. Pour Macron, ce sont des collaborateurs. Avec sûrement une rivalité entre lui et son jeune Premier ministre. Oui, bah oui, ça c'est sûr. Comme avec Darmanin, comme avec Édouard Philippe. Ils aiment bien cette instance du pouvoir qui consiste à jouer à couteau tiré dans le même camp, tout en étant très opposés sur plein de points, mais continuer cet écharpage en coulisses. Tout à fait. On va vous remercier pour cette Moi, je vous remercie. C'était très intéressant. Vous passerez à mes camarades à Moulins? Oui, bien. Attends, parce que là tu as relancé. Ah.